Agroécologie pour une alimentation saine, c'est de ça dont on va parler. Alors, je voudrais dire une première chose, tous les nutritionnistes vous diront que le plus important, ce serait, un peu conditionnel, qu'au cours de chacun de nos repas, on équilibre bien les différents ingrédients. Vous savez, les sucres, l'énergie dont on a impérativement besoin, les protéines, les minéraux, les vitamines, les fibres, les antioxydants, et ce genre de choses. Je crois que là, les nutritionnistes sont quasiment unanimes. Le plus important, c'est quand même cet équilibre entre les différents éléments, au moins dans la journée, si possible, dans chacun de nos repas. Mais il va de soi aussi, une alimentation saine, c'est faire en sorte que les ingrédients en question aient une haute valeur nutritionnelle, c'est-à-dire que les éléments désirables que je viens de préciser, il y en ait en quantité suffisante, et puis qu'il n'y ait pas trop de sucre, combustion rapide, du sucre, saccharose et autre chose, pas trop d'acides gras saturés, éviter l'obésité, éviter les maladies cardiovasculaires. Donc il y a aussi la qualité de chacun de nos ingrédients qui importe. Et puis en même temps, c'est quand même vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la dioxine dans le poulet, dans les œufs, les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, écoutez, c'est quand même pas très très bon. Et oui, la qualité nutritionnelle de nos aliments, c'est aussi pouvoir avoir accès à une nourriture saine, à des produits agricoles sains, dans lesquels il n'y a pas tous ces ingrédients néfastes que je viens de signaler. Et là, ça concerne directement le type d'agriculture qu'on souhaite promouvoir pour une alimentation saine. Et c'est un peu de ça dont on va parler. Alors, je vais vous parler d'agroécologie. On vient de citer l'agroécologie urbaine, on vient de citer l'agroécologie paysanne. Moi, dans un premier temps, si vous me permettez, je vais vous parler de l'agroécologie en termes scientifiques. Je suis un agroécologiste engagé, mais je voudrais d'abord vous parler comme un agroécologue. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut dire, l'agroécologie scientifique, discipline scientifique, je dirais, qui essaye de rendre intelligibles les écosystèmes aménagés par les agriculteurs, ce qu'on appelle, nous, les agroécosystèmes. Et c'est d'abord reconnaître que les agriculteurs, les paysans, leur objet de travail, ce n'est pas le troupeau, la plante, le sol pris séparément. À chaque fois, l'objet de travail des agriculteurs, c'est un environnement, un écosystème qui n'est plus naturel, c'est-à-dire qui est aménagé par les agriculteurs, c'est-à-dire que c'est déjà très artificialisé, et cet objet de travail, on souhaiterait qu'il soit à la fois productif, de ce dont on a besoin, la calorie, les protéines, l'énergie, les fibres, les antioxydants, ce genre de choses, et durable, c'est-à-dire sans dégâts pour l'environnement et sans préjudice pour les générations futures. Est-ce que l'agriculture moderne de demain pourrait effectivement nous fournir cette alimentation saine, durablement, c'est-à-dire sans préjudice, sans mettre en cause la fertilité des sols? On verra, j'élargis le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème agricole, parce que s'il est vrai, moi on m'avait enseigné, il faut maintenir l'humus des sols, il faut maintenir la fertilité des sols. Maintenant, vous pouvez dire qu'il faut maintenir la fertilité de nos environnements. La surmortalité des abeilles, c'est pas seulement une production de miel en moins, mais c'est une menace sur la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, des colzas et autres. Donc oui, il y a de réels dangers, de risques pour les générations futures, de voir les potentialités productives de ces écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Il faut maintenir leur potentialité productive, même s'il y a urgence parfois de produire plus, dans les pays déficitaires en particulier, il faut veiller à ce que ce ne soit pas au détriment des générations suivantes. Donc vous voyez, nourrir correctement, durablement, si vous êtes d'accord, l'humanité tout entière, personne n'aura faim, personne ne souffrira de malnutrition, et ceci durablement, avec un environnement sauvegardé. Voilà, c'est ça l'objectif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je trouve que ce ne serait pas trop mal. Alors le contexte, il faut quand même être honnête, vous le savez, il n'est pas drôle du tout, parce que c'est le réchauffement climatique global, et les agriculteurs vont devoir s'adapter au réchauffement et même au dérèglement climatique. Alors, s'adapter au réchauffement climatique, le fait que dans les vendanges, vous savez, au cours des 30 dernières années, les vendanges sont devenues 10 jours en moyenne, statistique, 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. C'est-à-dire que les viticulteurs ont su s'adapter en accélérant la date des vendanges. Ils reconnaissent la maturité des raisins, ils savent faire. Ça, c'est le plus facile. S'adapter à un dérèglement climatique avec y compris
des cyclones, alors peut-être pas complètement chez nous, mais au moins dans les départements d'outre-mer, mais des canicules, des inondations, des sécheresses, des grêles plus précoces et plus intenses, alors là, ça devient difficile. Un climat qu'on nous prédit, on commence à l'entrevoir, plus chaotique, plus aléatoire, là, les agriculteurs, impérativement, vont devoir s'adapter. Et je vous dis tout de suite, ça va dans le sens d'un vieil adage paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire avoir des revenus plus résilients, mettre en œuvre des systèmes de production plus résilients, plus robustes, plus rustiques. C'est-à-dire que quand arrive un accident climatique extrême, une grêle féroce, bon ben on perd une production, les revenus sont endommagés, mais ce n'est pas la faillite totale, et il y a d'autres productions. Et même l'écosystème agricole, qui ne portait pas que sur une plante, mais sur une diversité d'activités. Ben écoutez, il y a des plantes qui n'ont pas été trop endommagées, il y a des animaux qui n'ont pas été trop affectés, on va pouvoir s'en sortir, et on peut rétablir un système de production, et on peut même rétablir un écosystème agricole quand il n'est pas trop simplifié, quand il n'est pas trop spécialisé, quand il est très diversifié. Écoutez, il retrouvera ses potentialités productives plus rapidement, même s'il y a eu des grêles, des sécheresses, des inondations, et ce genre de choses. Donc là, ça devient savant, et vous voyez que ça commence à plaider pour une agriculture plus diversifiée, ne serait-ce que pour l'adaptation des agriculteurs au réchauffement climatique. Et puis c'est quand même vrai qu'on va parler d'alimentation saine, mais on demande aussi aux agriculteurs est-ce qu'ils ne pourraient pas participer à l'atténuation de ce réchauffement climatique, moins émettre de gaz carbonique, c'est le labour des sols par exemple, et dans la forêt amazonienne, c'est la déforestation, vous êtes au courant, et quand on mange des poulets, bas de gamme, des poulets de moins de 40 jours, élevés avec du soja brésilien, nous contribuons à la déforestation dans la forêt amazonienne. Bon, paraît-il, Bolsonaro n'achète plus nos bics, parce que c'est français. Mais nous, on n'est pas obligés de contribuer à la déforestation amazonienne, j'en conviens. La relation de cause à effet n'est pas simple sur le bic et la déforestation, j'en conviens. Mais oui, nous avons une responsabilité globale par rapport à ces choses-là. Et parfois, quand on mange des poulets, on l'oublie, nos effets malencontreux ont lieu. C'est malheureux pour l'ensemble de la planète, mais les premiers effets, c'est au Brésil. Donc ça, on va essayer d'éviter ce genre de choses. Il va falloir contribuer à atténuer, donc moins de gaz carbonique, moins de méthane, ça vous savez, c'est le rumen des ruminants. Éventuellement, je répondrai à vos questions là-dessus, faut-il devenir vegan ou pas, végétarien ou pas. Et c'est, sachez, la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, c'est un gaz, tiens, on n'en parle pas beaucoup dans la presse, c'est le protoxyde d'azote, N2O pour ceux d'entre vous qui sont des chimistes. C'est un gaz, ça pour plus de la moitié de la contribution de l'agriculture française au dérèglement climatique, c'est le protoxyde d'azote, c'est quand on épand des engrais azotés de synthèse. On épand de l'urée, de l'ammonitrate, des sulfates d'ammonium, fabriqués avec de l'énergie fossile, du gaz naturel russe ou norvégien. En France, vous savez qu'il y a plus de gaz à lac et l'usine de Toulouse a explosé, mais c'est quand même coûteux en énergie fossile et c'est très émetteur de protoxyde d'azote. Donc on va devoir se passer de ces engrais azotés de synthèse et trouver des alternatives. Donc voilà, il faut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, une alimentation saine, bien équilibrée, sans perturbateurs endocriniens, sans antibiotiques, sans hormones, sans dioxines, sans surchauffe, dans un contexte qui est quand même pas très très sympa. Voilà, ça c'est l'introduction, et je vous pose la question, avez-vous encore le moral? Juste, vous pourriez déjà me poser la question, ah mais les perturbateurs endocriniens, là le glyphosate, c'est vraiment dangereux. Alors, le glyphosate, on vous dit cancérigène probable. Bien, si on vous dit cancérigène probable, c'est qu'on s'interdit, et moi je m'interdis aussi, je ne vous le cache pas, de dire cancérigène avéré. Pourquoi? Parce que quand un scientifique dit cancérigène avéré, il faut comprendre cancérigène statistiquement avéré. Or, le problème de ces perturbateurs endocriniens, dont l'AMPA et les métabolites, enfin la décomposition et le cocktail du Roundup de Monsanto, ce qui nous est prédit, c'est que la jeune génération, là, qui a été exposée à ça depuis in utero jusqu'après la puberté, même la fin de la croissance,
On lui prédit une espérance de vie en bonne santé, sans Parkinson, sans Alzheimer, sans cancer de la prostate, sans cancer du sein, sans lymphome, sans leucémie. On leur prédit une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieure aux gens de ma génération, je parle pour ceux qui ont des cheveux blancs, qui, quand nous étions gamins, n'étions pas exposés à ça. Il faudra attendre 60 ans, et même plus, pour vérifier si la moyenne statistique d'âge, d'apparition de ces maladies, eh bien, ces maladies sont bien apparues une dizaine d'années plus précocement chez les jeunes que les gens de ma génération qui sont déjà morts. Donc ce n'est pas statistiquement avéré, je m'interdis de vous dire c'est avéré. Mais néanmoins, je me dois de vous le dire, c'est scientifiquement démontré, ceux qui connaissent bien les molécules, ceux qui connaissent bien la glande thyroïde, ceux qui connaissent bien nos glandes hormonales d'une façon générale, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, la démonstration qu'une exposition à ces âges-là, même à faible dose, et surtout de façon régulière et prolongée, la relation de cause à effet, la perturbation de nos glandes hormonales, de nos glandes endocrines, va aboutir à des maladies du vieillissement qui vont intervenir, on dit peut-être une dizaine d'années plus précocement chez la jeune génération que chez les gens de mon âge. C'est scientifiquement démontré. Et les gens qui vous disent « Ah ben cancérigène probable », ça veut dire « Oh, probable, ça peut vouloir dire improbable ». Circuler, il n'y a rien à voir. Ils utilisent les jeux de mots, c'est pas scientifiquement avéré. Circuler, il n'y a rien à voir. Un peu comme je me souviens, il y a une trentaine d'années, quand le GIEC nous disait le réchauffement climatique, on nous prédisait le réchauffement climatique global. Et il y a même un scientifique au moins, je crois qu'il était ministre de l'enseignement. Voilà. Et il nous avait dit, le réchauffement climatique global, ce n'est pas statistiquement avéré, circuler, il n'y a rien à voir. Ces gens-là méritent un procès. Excusez-moi, je commence à m'enrager. Mais on ne peut pas dire aux gens, circuler, il n'y a rien à voir, attendez 60 ans, avec tous ces ingrédients dont je viens de vous parler. L'antibiorésistance, par contre, c'est déjà avéré. Il y a des médecins peut-être ici, même qu'il y a un nombre croissant de gens qui, quand on leur prescrit un antibiotique, ça n'a plus d'effet, parce qu'ils ont ingurgité les antibiotiques, parce qu'il y en avait dans la viande, et il y en avait dans la viande, parce que nos conditions d'élevage en espace confiné pour prévenir les maladies, on les shoot aux antibiotiques à titre préventif. Alors là, oui, il y a une relation très étroite entre les formes d'agriculture, les formes d'agriculture industrielle qui prévalent encore aujourd'hui dans un pays comme la France, et tous ces désastres annoncés, prédits, scientifiquement prédits, excusez-moi, il faut appliquer le principe de précaution. Donc je vous suggère qu'on aille autrement. Alors, y a-t-il des solutions? Il faut que je vous remonte le moral. La réponse, si elle n'était que technique, alors là, elle est catégorique. Oui, oui, il est possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une alimentation saine, sans tous les ingrédients néfastes que je vous ai indiqués. Et là commence le petit cours d'agroécologie un peu scientifique, mais rapidement, vous savez qu'on a besoin d'énergie. Au moins 2200 kilocalories par jour si on ne veut pas avoir faim et si on veut pouvoir dépenser cette énergie dans les déplacements, les loisirs et le travail. Mais en dessous de 2200 kilocalories, c'est pas vrai, on peut plus, on n'a pas l'énergie suffisante pour se déplacer, travailler et avoir des loisirs. Cette énergie, on le trouve dans l'alimentation, les 2200 kilocalories, en France, quand même sensiblement plus. Mais d'où nous vient cette énergie? Et ça, c'est la première bonne nouvelle, mais vous la connaissez. Ben, l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation vient du soleil. C'est la plante qui, avec ses feuilles vertes, intercepte la lumière et transforme cette énergie solaire en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça photosynthèse. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant plusieurs milliards d'années. Pourquoi ne pas faire un usage intensif, et je fais exprès d'employer le mot intensif à l'hectare, hein. Par hectare, on va faire l'usage maximal de cette énergie qui nous est donnée gratuitement et qui est renouvelable. Alors j'en conviens, ce qui ne nous est pas donné gratuitement, ça a été dit tout à l'heure, c'est le terrain. L'accès au terrain pour pratiquer l'agriculture et faire le meilleur usage de l'énergie solaire, notamment en périphérie des villes, alors là, ça coûte cher. Hein. Et je pense que le combat pour aider à l'installation de jeunes agriculteurs dans la périphérie des villes, et pourquoi pas dans les villes, et essayer, y compris agriculture urbaine, agriculture périurbaine, intensive en usage des rayons du soleil, je suis pour, il y a un combat à mener pour l'accès au terrain. Mais une fois qu'on a accès au terrain, alors c'est clair, l'idée, et alors ça va dépendre des régions, j'en conviens,
mais c'est que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes toute l'année, le plus longtemps possible. Hiver, printemps, été, automne. Alors on va voir des feuilles vertes en été, en canicule, c'est difficile. Donc il va y avoir une question de l'eau à coup sûr. Mais l'idée elle est bien celle-là. Une couverture végétale dans nos champs, la plus totale possible et la plus longue possible. C'est-à-dire même en saison sèche, on peut encore avoir des feuilles vertes capables d'intercepter cette énergie solaire et de nous fabriquer de l'énergie alimentaire, ça ce serait génial. Saison des pluies, saison sèche, sous les tropiques, mais des feuilles vertes, s'il vous plaît. Entre les rangées de blé, moi je connais des gens, c'est l'abri, ben, ils sèment des lentillons. Hein. Les rayons du soleil tombent sur des feuilles de blé, et ceux qui ne tombent pas sur des feuilles de blé, ah, il y a encore une plante en dessous, les lentilles, les lentillons, hop, c'est pas perdu. Dans certains pays, vous avez des gens, ils sèment du maïs, ils sèment de haricots, et puis toujours une plante, une cucurbitacée, une calebasse, une pastèque, une plante rampante pour aller intercepter les derniers rayons solaires pour que ça ne tombe pas à terre, mais sur des feuilles vertes capables de nous transformer. C'est évidemment une révolution agricole. Hein. Alors, vous voyez, quand je commence à vous dire on va semer des lentillons entre les rangées de blé, y compris est-ce qu'on va pouvoir récolter les lentillons le même jour que le blé avec la même moissonneuse-batteuse, ça devient savant, mais c'est ça l'agriculture moderne de demain. On ne va pas y échapper. Je vous le dis tout de suite. Évidemment, après on parlera de l'agroforesterie, de choses comme ça. Alors il faut que les feuilles soient vertes. C'est impératif. Parce que l'énergie dont je vous parle, là, les sucres, l'amidon, les lipides, les hydrates de carbone, comme on dit, ce qui nous donne de l'énergie dans l'alimentation, eh bien, c'est des hydrates de carbone, et ça veut dire que la plante doit intercepter, trouver du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Vous le savez, c'est dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors, je vous pose la question, y a-t-il une pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire, je crois comprendre qu'il y en aurait trop, que c'est un gaz à effet de serre. Alors franchement, si nos paysans peuvent faire l'usage intensif de ce gaz carbonique pléthorique qui nous cause des dégâts, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal pour nos poumons. Et avec ce carbone, on va fabriquer du sucre, de l'amidon, des huiles, ça peut aussi fabriquer de la paille, ça peut aussi fabriquer des racines. Et après récolte, si ça se décompose bien, cette paille et ces racines, ça peut fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans le sol. Les paysans peuvent être en mesure d'atténuer le réchauffement climatique en prenant le carbone du gaz carbonique pléthorique et non seulement fabriquer notre énergie alimentaire, mais aussi, avec les pailles et les racines, séquestrer du carbone dans l'humus des sols. L'humus des sols, c'est bon pour les agriculteurs, ça va retenir l'eau, c'est un fertilisant, la stabilité structurale, ça va lui permettre de résister à l'érosion. Alors vraiment, je veux qu'on fasse l'usage intensif de ce gaz carbonique. Petit problème, si on veut en faire l'usage intensif, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. La plante, elle est comme vous et moi, hein, quand plus il fait chaud, plus il fait sec, plus on doit boire pour ne pas nous déshydrater. Et bien la plante, pareil, plus il fait chaud, plus il y a du vent, plus il fait sec, plus elle transpire, mais si elle manque d'eau à boire, nous, il nous faut boire impérativement, sinon on meurt de déshydratation. Mais la plante, elle, si elle manque d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Donc elle ferme les orifices par lesquels elle interceptait le gaz carbonique et libérait l'oxygène. Ben oui, mais vous l'avez compris, un maïs dans le sud-ouest en France, désolé, on a vu l'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre, c'est pas vraiment utile. Avril-mai, ça y est, le maïs est semé, mais regardez tous les rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs. C'est franchement nul. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité des surfaces, tous les rayons du soleil tombent sur les feuilles vertes, regardez bien, le maïs, on est au mois d'août, il n'a pas plu, il n'a pas assez d'eau, il arrête de transpirer, il a fermé les orifices par lesquels il transpirait, c'est-à-dire qu'il a fermé les orifices par lesquels il était capable d'apprendre le gaz carbonique. C'est nul. On a tout fait. Oui, la monoculture de maïs, alors, ceux d'entre vous, il y en a ici qui ont connu les tropiques, savent que le maïs est une plante tropicale et la saison des pluies, sur les tropiques, c'est la saison chaude. Ben nous, au mois d'août, c'est là où il plaît le moins. Avoir tant reporté le maïs vers le nord, c'est une plante efficace hein, pour la photosynthèse, le maïs, mais ça exige de l'eau à la mauvaise saison. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique. Oui, ben elle baisse. On va pomper dans les rivières. Oui, ben il n'y a plus de poissons. Sylvain, un mot.
Bon, alors, on n'est pas obligé, il faut peut-être arrêter ça. Et donc, avoir trop implanté de cultures d'été, y compris du maïs en Bretagne, pour faire d'ensilage, alors qu'il y avait des prairies permanentes, il n'y avait pas un rayon de soleil qui tombait à terre, et maintenant il y a des rayons de soleil qui vont tomber entre les rangées de maïs. Écoutez, je ne suis pas sûr que tout ça est très sérieux. Il va falloir refondre complètement notre agriculture, mais parce qu'on veut désormais faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, l'énergie solaire, de ce qui est pléthorique, le gaz carbonique, il faut impérativement que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible. Il faut emmagasiner le maximum d'eau dans le sol, et l'eau gratuite, c'est l'eau de pluie. Sauf que sa distribution va être de plus en plus chaotique, ça nous est prédit. C'est-à-dire des sécheresses, des inondations plus fréquentes et plus aléatoires. Et bien néanmoins, c'est cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement qu'il faut emmagasiner dans le sol, la mettre en réserve dans le sol, pour que même quand il arrive une canicule, une sécheresse, la plante puisse transpirer et continuer la photosynthèse, nous fabriquer l'énergie alimentaire. Alors, ça veut dire plus rien ne doit ruisseler. S'il faut alimenter les rivières, il faut d'abord que ça passe dans le sol, et avec la nappe phréatique, ça va rejoindre la rivière. Mais ruisseler directement et faire de l'érosion, même le sol, terminé. Il faut emmagasiner le maximum dans le sol. On va remettre des haies pour empêcher l'érosion. La couverture végétale, le petit filet d'eau commence à descendre. C'est arrêté par une tige, c'est arrêté par une feuille morte, c'est arrêté par un ver de terre, mais l'eau va s'infiltrer. Il faut favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols. Il faut que le sol soit poreux. Alors, on est quelques-uns ici, une génération ancienne, à qui on enseignait, il faut labourer les sols pour qu'ils deviennent plus poreux. Et bien maintenant, j'enseigne le zéro labour, ou les systèmes de couverture végétale, le technique culturelle simplifiée, un minimum de travail du sol, parce que quand vous labourez trop un sol, quand vous oxydez trop l'humus d'un sol, le carbone qu'on a séquestré, il est oxydé, il retourne à l'état de gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, l'agriculture moderne de demain, je vais vous dire, c'est un minimum de labour, pas trop de labour, et on va essayer de faire en sorte que le carbone séquestré dans l'humus soit préservé au maximum. Et on veut quand même que le sol soit poreux. Comment faire? Les vers de terre, les colamboles, les cloportes, les racines, vous savez, de ces prairies qui en saison sèche sont décomposées. Et là où il y avait la racine, il y a une petite galerie où on va pouvoir s'infiltrer l'eau, même entre les plants de vigne. Vous allez voir, c'est possible d'enrichir une vigne sans irrigation avec, il faut peut-être maintenir le tapis herbacé entre les rangées de vignes. Ouh là, ça devient savant. Mais oui, il faut rendre le sol poreux par des voies biologiques. Ça veut peut-être dire qu'on va s'interdire un certain nombre de produits en cidre. Vous savez, les produits qui tuent, voilà. Alors, c'est la biologie des sols qu'il va falloir récupérer. Et maintenant, vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée, seul le surplus rejoint la nappe phréatique et que le maximum soit à hauteur des racines, maintenu à hauteur des racines, pour être disponible pour la transpiration de la plante, c'est l'humus. C'est l'argile et l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux reste un sol sableux, mais on peut l'enrichir en humus. L'humus, je vous l'ai déjà dit, c'est le carbone du gaz carbonique. La plante l'a intercepté, a fabriqué de la paille, a fabriqué des racines, et après récolte, il y a des microbes qui commencent à grignoter et décomposer tout ça, et ça va nous aider à fabriquer de l'humus. Ah, petite difficulté, c'est que si après récolte, les microbes qui commencent à décomposer tout ça manquent d'azote, ces microbes arrêtent le travail, et le carbone de la paille va retourner à l'état de gaz carbonique. Vous savez, c'est 50% de carbone, c'est 5%, 6% d'azote. Mais s'il n'y a pas à ce moment-là un peu d'azote dans le sol, et on est post-récolte, vous voyez, c'est pas simple. Eh bien, si à ce moment-là, il n'y a pas un peu d'azote, c'est quand même vrai, les microbes ne vont pas faire notre job, et c'est foutu. Donc oui, on a besoin d'agriculture, d'azote, d'ailleurs pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, mais plus encore pour fabriquer les protéines. Car je vous ai dit, première nécessité, c'est les 2200 kilocalories, sinon on ne va pas pouvoir dépenser l'énergie au travail. Mais ensuite, c'est les protéines. Les protéines, c'est tous les constituants de tous les tissus du corps humain. La peau, le sang, les muscles, les cheveux, les ongles. Et on est obligé de renouveler ça tous les jours, parce qu'on se ronge les ongles, on se coupe les cheveux, on sue, plus grave, on urine. Et donc, on est obligé de renouveler tous les tissus. Et tous les jours, on est obligé d'avoir dans notre alimentation des protéines. Et les protéines, c'est les hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Mais la troisième bonne nouvelle, pour vous remonter le moral, c'est que l'azote destiné à fabriquer nos protéines
Où le trouve-t-on? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Donc il n'y a pas pénurie. On va faire l'usage intensif de cette ressource naturelle, 79% d'azote dans l'air. Le petit problème, c'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Et là, il y avait deux méthodes dans le monde entier. Il y a l'agriculture industrielle. Je veux un blé riche en protéines pour qu'il soit facilement panifiable. Attention quand même au gluten. Mais il soit panifiable, riche en protéines. Je vais lui apporter un engrais azoté de synthèse, fabriqué, je le dis, avec de l'énergie fossile. En France, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. Alors ça, excusez-moi, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, les engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, qui nous rendent dépendants de la Russie, de la Norvège, et de plus, très émetteurs de protoxyde d'azote. Oubliez, c'est du passé, c'est désuet. On est vraiment dans l'agriculture du passé. L'agriculture moderne, elle va prendre l'alternative que tous les paysans du monde connaissent. Il n'y a pas un pays, une région dans le monde où les agriculteurs ou les paysans méconnaissent l'usage des plantes qu'on appelle les légumineuses. C'est la luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier, la veste pour nourrir les vaches, les brebis, les moutons. Les chèvres, c'est la févrole, le lupin, le pois fourragé, la févrole pour nourrir des cochons. Et puis c'est les lentilles, les haricots, les petits pois, les fèves, d'abord riches en fibres. Les diététiciens nous recommandent de manger davantage de légumes secs et peut-être moins d'acides gras saturés et viande rouge. Alors je vais dire, tous les pays en ont. Si vous êtes au Mali, appelez ça niébé, appelez ça féderbia alpida, appelez ça... Mais dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses qui sont capables d'intercepter l'azote de l'air, de nous fabriquer les protéines. C'est les microbes qui les aident en fait à faire ça, qui interceptent l'azote de l'air. Les microbes qui utilisent l'énergie de la photosynthèse de la plante, interceptent l'azote de l'air, fabriquent les premiers éléments des protéines, les acides aminés, et refilent ça à la légumineuse qui sera riche en protéines, et après récolte. Quand vous aurez récolté votre luzerne, quand vous aurez récolté votre trèfle ou vos lentilles, il y a des racines dans lesquelles il y a de l'azote, et votre sol il est fertilisé en azote, sans engrais azotés de synthèse, pour la pomme de terre ou la betterave qui va suivre l'année d'après. Et puis je vais même vous dire, l'agriculteur qui a semé des lentillons entre les rangées de blé, le microbe qui commence à décomposer la paille du blé, riche en carbone, il trouve juste à côté la racine du lentillon, qui est une légumineuse, riche en azote. Il a le bon dosage carbone-azote, il vous fabrique de l'humus, il vous séquestre du carbone, sans même qu'on ait à mettre de fumier. Et pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, n'oubliez quand même pas que d'élever les animaux sur la paille, et non pas sur le béton, c'est l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille, ça fabrique du fumier, et quand c'est réintégré dans le sol, ça nous fabrique de l'humus. C'est bon pour la fertilité des sols, c'est bon pour que les sols résistent à l'érosion, c'est bon pour que les sols fixent l'eau et allongent la durée de la photosynthèse. Non, on n'est pas sans solution. Pourquoi en France, pour l'alimentation animale, nous dépendons pour les 2/3 de l'importation de soja et tourteaux de soja transgéniques en provenance du Brésil, j'adore les Brésiliens, l'Argentine ou les États-Unis. Moi, je serais pour qu'en France, on produise des légumineuses sur les territoires français, capables d'intercepter l'azote de l'air français, pour produire des protéines françaises. Voilà, franchouillat. Sauf qu'au Brésil, quand je leur dis qu'il nous faudrait mettre des droits de douane, ou même peut-être des contingentements à l'importation de soja, et que nous devrions produire nous-mêmes, retrouver notre souveraineté alimentaire protéique. Je ne sais pas si vous avez écouté Macron l'autre jour. Il a dit qu'il faut ne pas signer les accords du Mercosur. Il faut retrouver notre souveraineté protéique. Ah ben moi j'ai entendu, et maintenant je vais exiger qu'on mette ça en réalité. Parce que oui, c'est vrai. Pourquoi doit-on dépendre de l'importation de soja alors que les Brésiliens, quand je leur dis ça, ils me disent, vous savez, nous, Brésiliens, on n'est pas fiers, monsieur Dufumier, de produire du soja pour nourrir vos cochons, et ils me montrent du doigt, vos volailles, vos ruminants, et ils me montrent du doigt. Nous, on préférait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Vous avez des pauvres au Brésil, des gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, le glyphosate. Ils se retrouvent aujourd'hui dans des bidonvilles. Ils ont perdu leur emploi.
Il n'y a pas d'emploi dans les bidonvilles. Ils n'ont pas l'argent pour acheter du maïs, du soja et de la viande qui est produite au Brésil et qui est exportée vers l'Europe et les pays industriels. Est-ce bien sérieux? Mais s'il y a des gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition en France, c'est pas parce que la France ne produit pas assez. C'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Mais au Brésil, c'est dans des proportions bien plus considérables. Parce que cette agriculture moderne qui a expulsé les paysans, il y a encore des paysans sans terre avec des tout petits lopins. C'est la misère dans des proportions bien supérieures à nous. Et cette agriculture qui ravitaille nos poulets et nos cochons, on ne peut plus défavorable à l'immense majorité des Brésiliens. Ils demandent à manger du maïs, du soja et de la viande qui est exportée, parce qu'il y a des gens riches qui mangent beaucoup de viande et le mettent à la poubelle, le gaspillage alimentaire. On achète du maïs brésilien pour faire de l'éthanol, et ça va donner à boire à nos voitures. La canne à sucre brésilienne aussi, pour en faire de l'éthanol, et donner à boire par nos voitures. Donc oui, il y a des surfaces, il y a des produits agricoles brésiliens qui échappent à des Brésiliens pauvres, parce qu'il y a des gens riches plutôt dans les pays industriels, qui s'achètent beaucoup trop de viande, avec des animaux élevés au soja, sur leur terrain, et eux sont privés de tout ça. Alors ça, je pense que ça mérite d'être dénoncé. Non, c'est tous les peuples du monde qui auraient intérêt à valoriser les potentialités de leur terroir, de gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses. Et on va parler maintenant des éléments minéraux en circuit court. Le discours, on veut produire localement, on veut que ce soit avec nos ressources et sans importation. Ce n'est pas un discours nationalo-fasciste franchouillard. C'est de la solidarité internationale. Excusez-moi, c'est de l'intérêt de tous de valoriser nos potentialités productives locales, d'en faire l'usage le plus intensif quand ça ne coûte rien, ne pas avoir recours à l'énergie fossile, ne pas avoir recours aux agrotoxiques. Les éléments minéraux, c'est un peu différent. Ceci étant, parce qu'on trouve dans le sol, et plus on en prend du sol, plus il faut quand même envisager d'en remettre. Je vous ai quand même déjà été obligé de vous parler du sol plusieurs fois. Il faut qu'il y ait de l'humus, il faut qu'il y ait de vers de terre, il faut qu'il y ait des collemboles, il faut qu'il soit poreux. Oui, le sol, cette terre nourricière, même si on est nourri du rayon du soleil et du carbone, du gaz carbonique, le sol, les terrains, la biologie des sols, on va voir, va jouer un rôle important. On l'a déjà vu, les vers de terre, les racines qui se décomposent et ce genre de choses. L'humus des sols, c'est quelque chose de décisif. Mais les éléments minéraux, plus on en prend, c'est quand même vrai qu'il faut envisager d'en remettre. Il y a des éléments minéraux pour lesquels il n'y a pas d'inquiétude. Le calcium, on en a besoin pour les eaux. La plante en a besoin aussi, hein, bien sûr. Mais les falaises calcaires dans le monde, je veux dire, c'est pas un problème. La grande inquiétude, là on est dans la finitude, et il nous faut être très sérieux, c'est le phosphate. C'est les phosphates. On nous dit que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Là, c'est une question maintenant d'une génération. Hein. Donc, il faut maintenant faire vite. Donc, on doit s'interdire les gaspillages. Les gaspillages, vous savez, c'est tous les phosphates qui, avec l'Élysée, avec l'azote de l'urine des animaux qu'on élève, non plus sur la paille, parce qu'en Bretagne, il y a trop d'élevage, il n'y a pas assez de paille. On les élève sur le béton, ça urine, et ça s'écoule vers la mer, ça fertilise les algues vertes, l'azote et le phosphore. Alors ça, terminé, hein, je vous dis, on va remettre les animaux sur la paille, il y a un être animal. Mais est-ce qu'on pourrait trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate? Réponse oui, quand même. Est-ce qu'il y en a en abondance? Réponse oui, quand même, mais à faible dose. Entre nous, ici, sur Terre, et le magma, vous avez des roches mères, on dit, du granit, du schiste, des grès. Et dans ces roches mères, ben, vous avez tous les éléments minéraux, mais réduire cette roche mère en poudre, et surtout pour le phosphore, il faudrait réduire même les phosphates naturels, vous savez, quand on veut que ça fertilise naturellement les plantes, il faut que ce soit réduit en une poudre extrêmement fine pour que ce soit assimilable par la plante. Alors, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez la poudre de roche, oubliez. Alors, est-ce qu'on peut quand même s'en sortir? Alors, oui, quand même. Parce qu'en sous-sol, cette roche est altérée tous les jours. Et elle libère des éléments minéraux. Sauf que ce n'est pas accessible à une racine de blé, c'est même pas accessible à une racine de vigne. Par contre, ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si vous avez des arbres dont les racines sont suffisamment profondes et ont accès au sous-sol, à la roche-mère qui est altérée, alors l'arbre va s'en emparer, ça va remonter avec la sève, ça va aller dans la feuille morte va tomber sur le terrain et ça va fertiliser, on va faire remonter les éléments minéraux grâce
au couvert arboré, certains appellent ça agroforesterie, vous avez le droit d'appeler ça réembocagement, on a le droit d'appeler ça culture sous parc arboré, de feu d'herbial, bida, gao, cad, selon les pays, même en Afrique, celle soudanienne. Parce que sachez que dans toutes les régions du monde, pour peu qu'on ait des arbres qui ont des racines profondes et sont capables d'aller intercepter les éléments minéraux en profondeur, ils peuvent éventuellement jouer un rôle fertilisant. La question de est-ce que ça va faire trop d'ombrage ou pas pour les cultures est une vraie question. Est-ce qu'il faudra seulement les mettre dans les haies? Est-ce qu'il faudra élaguer les haies pour qu'elles ne fassent pas trop d'ombrage? Moi j'en connais, ils sont présents ici au festival, qui coupent les rameaux des hautes tiges, font du bois rénal fragmenté et l'utilisent pour la fertilisation de leurs légumes, paillage et ce genre de choses. C'est très savant. Je peux vous assurer, oui, on peut très bien entrevoir des systèmes de production agricole qui permettent d'associer les arbres. Vous n'avez pas très loin d'ici, à Rastignières, des gens qui cultivent du blé dur sous des noyers. On m'a toujours enseigné qu'on ne pouvait jamais cultiver sous des noyers. Et maintenant, on m'explique, non, mais les noyers, ils ont développé une racine pivotante, et les racines tressantes sont sous les racines des cultures annuelles. Donc même en climat méditerranéen semi-aride, eh bien, écoutez, on exploite deux tranches d'eau dans les sols. Il y a la photosynthèse prolongée. On est vraiment dans les principes de l'agroécologie. Oui, on va réembocager nos terrains, on va remettre des haies, pas seulement pour le rôle fertilisant, pas seulement comme brisant, pas seulement pour empêcher le ruissellement, mais pour héberger des insectes auxiliaires. Si dans la bande enherbée en bas, vous avez des scarabées, des carabes qui neutralisent vos limaces, ben vous ne mettrez plus de pesticides. Si dans la bande arbustive, vous mettez des abeilles, vous luttez contre la surmortalité des abeilles, ouf, c'est bien, et ça permettra la pollinisation. S'il y a des coccinelles, ça va neutraliser les pucerons, vous ne mettrez plus de pesticides. Ici, dans les hautes tiges, vous avez les mésanges qui vont s'attaquer aux larves du capocaps. Eh bien, écoutez, vos pommiers, vous n'aurez pas besoin de leur mettre des insecticides, vous aurez des pommes bio, sans les petits vers à l'intérieur, sans qu'on ait besoin d'agrotoxiques. Je veux dire, vous pouvez mettre des nichoirs à chauve-souris. Oui, techniquement parlant, je vous le dis tout de suite, se nourrir en faisant l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, avec le moins d'énergie fossile possible et sans agrotoxiques, et en permettant au sol de maintenir leur fertilité, d'avoir un taux d'humus suffisant pour fixer l'eau et allonger la durée de la photosynthèse, je dirais que dans la quasi-totalité des pays du monde, alors dans les pays déficitaires, on peut accroître les rendements à l'hectare. Chez nous, comme on a trop détérioré les écosystèmes, le passage à l'agriculture biologique, il faut nous être honnêtes, réduit les rendements bruts à l'hectare. Attention, dans certaines régions, je pense entre autres au lait, pas la région ici, vous diminuez la production de lait de 10% à l'hectare, avec des animaux élevés à l'herbage, et non plus au maïs en silage, dont j'ai dit le plus grand mal tout à l'heure, et avec l'importation de tourteaux de soja. En faisant l'usage intensif des rayons du soleil, votre rendement brut diminue de 10%, mais la valeur ajoutée, c'est-à-dire le produit brut, moins ce qu'on a détruit, c'est-à-dire on a détruit des engrais, on a détruit des pesticides, on a brûlé des carburants. Quand vous faites la soustraction, la valeur ajoutée qui contribue au revenu de l'agriculteur s'accroît, avant même de déposer de l'abeille. Donc, pour les blés, c'est la même chose. Pour un colza, j'en conviens, le rendement diminue de moitié, la valeur ajoutée diminue aussi un peu. Mais, dans des écosystèmes détériorés comme en France, oui, il nous faut reconstituer l'humus, oui, il nous faut ressusciter les abeilles, oui, il nous faut reconstituer les coccinelles. Oui, dans un premier temps, le passage à l'agriculture biologique dans un pays comme le nôtre, à l'exception de la permaculture, néanmoins, ça contribue à diminuer le rendement brut. Mais si ça accroît la valeur ajoutée, la contribution au revenu national net, le revenu de l'agriculteur, est-ce qu'il va devoir payer comme impôt ou comme loyer et intérêt aux emprunts, bah écoutez, c'est quand même pas idiot. Et en plus, il n'y a pas tous les coûts sanitaires cachés, parce que n'oublions pas que le lait pas cher nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes, que le pain pas cher nous coûte très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, de désherbant dans l'eau du robinet, d'ailleurs on paye l'eau plus cher. Le vrai problème de notre agriculture industrielle, c'est que ce qui nous coûte pas cher nous coûte très cher. Sauf que ce n'est pas dans le prix, c'est ailleurs, et en santé, et en maladie du vieillissement plus précoce pour les jeunes générations. Franchement, si on pouvait s'éviter ça. Donc vous voyez que si la question n'était que technique, et si je parle juste comme un agroécologue, est-ce que c'est possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, j'insiste, sans agrotoxiques,
et peu coûteux en énergie fossile, avec une agriculture savante, artisanale, au lieu d'être industrielle, ah oui, artisanale, soignée, bichonnée, vous l'avez deviné, exigeante en travail. Est-ce grave dans un pays où il y a 10% de chômage? Est-ce grave dans les pays où les gens rejoignent les bidonvilles à toute allure? Évidemment que non. Oui, je suis techniquement optimiste sur le fait qu'on peut nourrir correctement, durablement, une alimentation saine pour l'humanité tout entière. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je suis optimiste sur le plan politique, là, vous avez effectivement le droit de ne pas me poser la question. Merci beaucoup. Pour l'essentiel, les subventions de la politique agricole commune, 50 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, 9 milliards d'euros pour les Français, c'est distribué de façon diverse, mais pour l'essentiel, ça reste des subventions proportionnelles aux surfaces, c'est-à-dire que les plus grands agriculteurs perçoivent plus de subventions que les maraîchers bio ou ceux qui font de la permaculture sur des toutes petites surfaces. Donc c'est très inégalement réparti, et c'est des subventions qui vont plutôt dans le sens de l'agrandissement, et quand vous vous agrandissez dans votre exploitation, amortir vos revenus, c'est investir dans une maçonnerie batteuse ou dans un robot de traite et l'amortir en spécialisant à l'extrême, moindre coût, production à grande échelle, produits vendus pas chers, évidemment pour nous consommateurs, on a déjà dit, des coûts sanitaires très chers, et c'est tout l'inverse de l'agriculture inspirée de l'agroécologie. Donc on est à la veille de devoir réformer cette politique agricole commune, on a un nouveau Parlement européen, on a une nouvelle Commission européenne. Bah, écoutez, c'est pas compliqué. Je vous fais une suggestion. On modifie radicalement notre politique agricole commune sur les 6 ans qui viennent à partir de 2021. Moi, je vous propose que les 9 milliards d'euros qui arrivent aux agriculteurs, on va dire à 300 000 agriculteurs sur les 450 000 fermes en France, on les réoriente dans 2 directions. 1, tout bio dans les cantines, en commençant par les écoles, les collèges, les lycées. C'est là où les perturbateurs endocriniens ont les effets les plus néfastes. Je veux tout bio dans les cantines dans 6 ans. Et s'il y a un surcoût, parce que le produit bio est plus artisanal, plus exigeant en travail, il doit être correctement rémunéré, le surcoût, c'est des subventions d'APAC qui passent par les mairies, les départements et les régions, et qui vont dire aux agriculteurs du coin, localement, on vous garantit que dans les 6 ans qui viennent, on va vous acheter un volume croissant de produits bio à un prix rémunérateur. Top là, êtes-vous d'accord ou pas? Moi, je serai agriculteur. À proximité, je dirais top là, je m'inscris. Et vous verrez que ça irait beaucoup plus vite. Au moins pour les parties comme fruits, légumes, fromages et produits pour des repérissables, on alimenterait une agriculture bio et locale. Avec des plateformes logistiques et commercialisation de taille critique, qui ferait qu'après, les biocoop, les coopératives aussi pourraient utiliser cette logistique. Donc ce serait vraiment un encouragement à la production bio et à l'alimentation saine. 1,6 milliard d'euros à raison de 0,5 € de plus par repas. Tous les repas de la restauration collective, école, collège, lycée, restaurants d'entreprise, fréquentés quand même plutôt par les ouvriers, les couches modestes, EHPAD, hôpitaux, tous ces repas, le surcoût ne serait pas imputable aux parents d'élèves, il ne serait pas imputable à ceux qui sont dans les hôpitaux, ce serait les subventions de la PAC, et vous voyez, ça transformerait singulièrement les choses. Le reste, paiement au service environnemental. Vous mettez des techniques qui consistent, grâce au fumier, grâce au compost, grâce au zéro labo, sans glyphosate, vous nous faites séquestrer du carbone dans le sol, c'est conforme à la COP21, aux accords de Paris, c'est d'intérêt général, ça évitera les inondations dans la vallée et l'érosion des sols, c'est d'intérêt général. Écoutez, dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à mettre en place ces techniques, à ces prix-là, top là, je vous paye. Par la voie contractuelle, vous n'êtes plus des mendiants, vous ne demandez plus des aides, vous êtes correctement rémunérés parce que vous nous rendez un service d'intérêt général. Vous mettez des légumineuses dans vos champs. Ça va nous éviter des importations de gaz naturel russe. Ça va nous éviter des importations de soja. Ça va mettre des légumineuses qui vont ressusciter les abeilles. Ça va fertiliser le sol en azote par la voie biologique. C'est d'intérêt général. Dites-moi à quel prix, top là, je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, des nichoirs, des haies, des bandes enherbées. Ça héberge les coccinelles, ça héberge les abeilles, ça héberge les mésanges. Vous restituez la biodiversité. Et ce genre de choses, à quel prix vous pourrez mettre ces techniques? Top là, je vous paye. On aurait des paysans, droits dans leurs bottes, qui ne vivraient plus comme des mendiants en train de demander des aides,
vous aurez des gens fiers de faire un bon produit bio et de rendre un service d'intérêt général. Question, qu'est-ce qu'on attend ?